Deuxième problème, qui est la conséquence de la tribalisation de nos armées, et c'est le cas au Congo, la corruption. Puisque le traitement n'est pas le même en fonction de l'origine du soldat, en fonction de l'origine de l'officier, en fonction de la région dans laquelle on opère, il s'ensuit que dans l'armée, le favoritisme est un facteur de division. Et plusieurs militaires congolais ont dû combattre dans des conditions insupportables quand on les compare au luxe dans lequel vit la classe politique congolaise, ou au luxe qui est réservé à un certain type de militaires proches, soit par l'ethnie, soit par la faveur personnelle, eh bien, du sommet du régime. Donc, le deuxième facteur de démoralisation des armées, c'est la corruption. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Allons en République démocratique du Congo. Ce soir, je voudrais me poser une grande question. Félix Tshisekedi Tshilombo, après la prise de Goma par l'armée terroriste, néocolonialiste et impérialiste de Paul Kagame, au service des intérêts étrangers à l'Afrique, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, a promis une riposte vigoureuse. Et voici 48 heures qui viennent de se passer, sans qu'on puisse voir en quoi consiste sur le terrain la riposte vigoureuse de Tshisekedi Tshilombo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Mieux, ce qu'on voit sur le terrain, c'est une progression des terroristes néocolonialistes et impérialistes rwandais. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ils ne sont pas autre chose. Le M23 et les Rwanda Defense Force de Kagame, ce sont des troupes terroristes. Ce sont des troupes néocolonialistes et impérialistes au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elles sont. Et il ne faut pas que les Africaines et les Africains soient chiches en qualificatif pour décrire. Parce que ce que Kagame fait en République démocratique du Congo correspond strictement à ce que font Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel. Et au niveau même déjà de l'Afrique centrale. C'est la même activité. C'est strictement la même activité. Que font les tueurs du M23? Mais quand ils arrivent, ils tuent, ils pillent, ils violent, n'est-ce pas? Et ils arrachent les propriétés pour les vendre. C'est la même activité que les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique de l'autre côté. Et vous observerez que ils se comportent exactement comme les terroristes qui, à un moment donné, occupaient la ville de Kidal. Ils veulent donner l'impression de ressembler à un État, donc ils utilisent accessoirement quelques citoyens congolais, des renégats, on les utilise pour faire la façade, alors que derrière, ce sont juste des criminels au service des multinationales qui leur ont demandé de voler le coltan, l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le cuivre du Congo pour leur donner, afin que leurs industries en Europe et en Amérique tournent à plein régime. Donc, il faut déjà que les Africaines et les Africains aient le courage tranquille de nommer l'armée rwandaise comme une armée terroriste, néocolonialiste, impérialiste, au service des intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elle est actuellement, l'armée rwandaise. C'est sa description scientifique. C'est pas une insulte. Bon. Mais Tshisekedi a promis au peuple congolais, et il a promis à Mondovision qu'il allait mener une riposte vigoureuse. Mais où est la vigueur? Où est donc passée la vigueur promise par Félix Tshisekedi? Ce que nous observons, c'est au contraire que le Rwanda, les troupes terroristes néocolonialistes impérialistes rwandaises, progressent à l'intérieur du territoire congolais. Et un certain nombre de dirigeants de cette bande terroriste qui attaquent la République démocratique du Congo ont dit que leur intention est de se rendre jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir et diriger le Congo. Alors, la question que je me pose ce soir est la suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un pays aussi grand et aussi peuplé que le Congo soit déstabilisé presque aussi facilement par un pays aussi petit et proportionnellement en population aussi peu peuplé que le Rwanda, si on le compare en tout cas au peuplement congolais en valeur discrète. C'est vrai que le Rwanda est surpeuplé si on établit un ratio entre la taille du territoire et la quantité de la population. Ils sont 13 millions
dans un territoire extrêmement petit. Ils sont 13 millions dans quoi? Je dois vous donner ici je vais vous donner les données exactes. Ils sont 13 millions dans quoi? Alors, hop. Je prends un exemple. Excusez-moi, je suis en train de fermer une page avant de lire cette information-là. Voilà. Alors, quelle est la taille du Rwanda? Alors, je vous la donne tout de suite. Rwanda, superficie. J'ai retenu essentiellement la population, mais je n'ai pas noté la taille. Alors, le Rwanda, c'est 26 338 km². Écrivez, hein, écrivez la taille du Rwanda. Le Rwanda, c'est 26 338 km². C'est un pays, certes, vallonné, mais c'est un pays enclavé, OK? Avec 445 habitants par km². C'est ça le Rwanda. Hein? 26 338 km². Alors, en face, la République démocratique du Congo, RD Congo. Quelle est sa superficie? La République démocratique. 2 345 000 mètres carrés. 2 345 000 mètres carrés. Alors, d'abord, au niveau de la taille, c'est ça. Au niveau de la population, selon un recensement de 2023, la République démocratique du Congo avait en 2023 102,3 millions d'habitants. 102,3 millions d'habitants. Le Rwanda en a 13 millions. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, et je l'ai publié sur ma page Facebook, ce sont les données militaires brutes entre les deux pays. Regardons la taille des armées. Les forces armées rwandaises comparées en taille aux forces armées congolaises. J'ai publié une série de captures d'écran sur ces informations à la disposition de tous ici. Bon, l'armée rwandaise, eh bien, c'est environ 33 000 membres d'effectifs. Alors que, eh bien, rien que déjà en 2010, l'armée congolaise était en 2010 à 145 000 hommes. Donc c'est une armée aujourd'hui de pratiquement 150 à 200 000 hommes dans cette fourchette. C'est les premiers chiffres que j'ai pu trouver. On a d'un côté 33 000 hommes et de l'autre côté 145 000, 150 000. On a d'un côté plus de 2 millions de kilomètres carrés et de l'autre côté à peine 26 000 kilomètres carrés. Donc la question est la suivante. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la faiblesse de l'armée congolaise face à l'armée rwandaise? Qu'est-ce qui explique cela? C'est un vrai casse-tête, intellectuellement parlant. Et bien sûr, les militaires, les économistes, les géostratèges, les géopoliticiens spécialisés dans les questions militaires seraient bien mieux placés que moi pour analyser le problème. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Assez rapidement. La première chose que j'ai vue, c'est quand je me suis intéressé à l'histoire de l'armée congolaise. Je suis allé regarder l'histoire de l'armée congolaise, les chefs d'état-major depuis 1960. Écoutez le nom des chefs d'état-major. Je me suis d'abord intéressé à l'histoire. Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda? Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda sur la République démocratique du Congo? Je suis allé regarder l'histoire. Premier chef d'état-major, Victor Lundula. Deuxième chef d'état-major, alors Lundula était général. C'était en 1960. En 1964, c'est Joseph Désiré Mobutu, le colonel. Entre 1970 et 90, c'est Jean-Pierre Somao Bodombele, un général. Ensuite, c'est Babia Zombi, un général. Ensuite, c'est Singa Boyenge, un général d'armée toujours. Ensuite, c'est Eluki Monga Aoundou,
un général. Ensuite, c'est l'Oponda. Jusqu'en 1990, c'est eux. Ils sont presque tous originaires de la même province que Mobutu, l'Équateur, le Haut-Zaïre. Entre 1990 et 1991, c'est Mazembe Waekbanga, général de corps d'armée. 1991-93, c'est Mayele Lioko Bokungo, général. Entre 1993 et 1996, c'est Elou Kimonga Aoundou qui revient comme général, toujours originaire de l'Équateur. Entre 1996 et 1997, c'est Mayele Lioko Bokungo, un général, originaire de l'Équateur, la province de Mobutu. Eh bien, à partir de 1997, bon, donc Mayele se fait tuer d'ailleurs, 1997-98, là on trouve le nom de quelqu'un qui s'appelle James Kabarebe. Mais qui est James Kabarebe? Astafroulaye, c'est un Rwandais. Un Rwandais s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise. Un officier rwandais en exercice comme officier au Rwanda s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise entre 1997, c'est-à-dire la chute de Mayele, la chute de Mobutu, et juillet 1998, soit pratiquement un an. Là, ça commence à tilter. Ça me pose la question de savoir, mais pourquoi et comment un officier rwandais peut s'être retrouvé à la tête de la République démocratique du Congo? Je continue à lire. Après James Kabarebe, en 1998, c'est Célestin Kifwa. Mais Célestin Kifwa est originaire du Katanga. Et qui est président après que James Kabarebe ait été chassé avec plusieurs autres soldats rwandais de l'armée congolaise par Laurent Désiré Kabila? Qui est président? C'est Laurent Désiré Kabila. De quelle province est-il originaire? Le Katanga. On continue à lire. Donc, ensuite, entre 1998 et 2001, c'est Joseph. À partir de 2001, ça va être Joseph Kabila. Entre 1998 et 2001, il y a Sylvestre Louecha, puis Joseph Kabila qui vont prendre la relève. Ils sont tous du Katanga. On continue. 2001, 2004, Baudouin Liwangamata Nyamuniobo. C'est un amiral, il est originaire de l'Équateur. Qui est président à partir de 2001-2004? C'est Joseph Kabila. On continue. 2004-2007, Philémon Kisempia Sungilanga, un lieutenant général, originaire de la région de Lomami. Puis 2007-2008, c'est Dieudonné Kayembe Mbandakou, lieutenant général, originaire du Kasaï oriental. Puis 2008-2018, Didier Etumba Longomba, général d'armée, originaire de l'Équateur. 2018-2022, eh bien, Célestin Mbala Moussense, général d'armée, originaire du Bas-Congo. Christian Chiwewe Songesha, 2022-2024, il est originaire du Katanga. Et depuis 2024, c'est Jules Banza Mouilambwe. Bon, on n'a pas précisé la région de laquelle il vient, mais qu'est-ce que j'observe? Rien qu'en étudiant la liste des responsables de l'état-major, je me rends compte que la plupart du temps, les présidents congolais nomment chef d'état-major quelqu'un qui est originaire de leur région. La plupart du temps. C'est pas systématique. Ça, c'est déjà le premier indice des faiblesses d'une armée. Quand une armée est organisée sur le principe de la dominance ethnique, c'est pas une véritable armée nationale. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans les armées nationales en Afrique, après les pseudo-indépendances des années 60. C'est que, pour se stabiliser, les dirigeants politiques éprouvent le besoin de confier les forces de défense et de sécurité aux ressortissants de leur groupe ethnique. Ce qui amène à une concentration du pouvoir militaire dans une partie du pays au détriment des autres. Et par conséquent, lorsque le régime est attaqué, à l'intérieur même de l'armée, il y a une certaine attitude de désinvolture qui consiste à dire de toutes les façons, si le chef tombe, et comme il n'est pas de mon groupe ethnique, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura une chance pour qu'un nouveau chef monte qui sera de mon groupe ethnique. Je suis en train d'étudier les raisons de la faiblesse de l'armée congolaise. Comme toutes les armées africaines issues du processus colonial, sa faiblesse, l'une de ses faiblesses fondamentales, c'est que c'est une armée tribalisée. Les alternances au sommet de l'État entraînent des alternances au sommet de l'armée et des variations d'attitude du pouvoir politique envers les forces de défense et de sécurité. Les pouvoirs politiques néocolonisés, les pouvoirs politiques issus de ces processus bancaux
que sont les pseudo-démocraties africaines, ces pouvoirs politiques sont de fait fragiles et ont besoin d'être rassurés par des armées tribalisées. Quand on regarde ce qui se passe dans l'armée de la République démocratique du Congo, depuis que Félix Tshisekedi est venu, on voit que dès qu'il est arrivé, il s'est mis à y accorder une prépondérance aux ressortissants de sa région. Mais c'est exactement ce que Kabila a fait quand il est venu. Il a commencé à accorder l'importance justement aux Katangais. Mais c'est exactement ce que Mobutu faisait quand il était là. C'était les gens de l'Équateur et du Haut-Zaïre, essentiellement, qui commandaient les postes sensibles de l'armée. Tant qu'on a construit une armée de cette façon-là, sans la volonté de construire un embryon de la nation à l'intérieur de l'armée, sans l'élévation du niveau de conscience des officiers et des troupes au service du pays comme bien commun, sans une conscience panafricaine, celle que Lumumba voulait inspirer à cette armée, on est condamné à avoir une armée qui n'a pas le mental nécessaire à un combat collectif. Premier problème donc, la tribalisation. Deuxième problème qui est la conséquence de la tribalisation de nos armées, et c'est le cas au Congo, la corruption. Puisque le traitement n'est pas le même en fonction de l'origine du soldat, en fonction de l'origine de l'officier, en fonction de la région dans laquelle on opère, il s'ensuit que dans l'armée, le favoritisme est un facteur de division. Et plusieurs militaires congolais ont dû combattre dans des conditions insupportables quand on les compare au luxe dans lequel vit la classe politique congolaise, ou au luxe qui est réservé à un certain type de militaires proches, soit par l'ethnie, soit par la faveur personnelle, du sommet du régime. Donc, le deuxième facteur de démoralisation des armées, c'est la corruption. La corruption. Vous savez que, de toute façon, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme en politique marchent avec la corruption. Les gens de ton ethnie ne sont pas contents que tu sois au pouvoir seulement parce que tu es de leur ethnie. Ils sont contents que tu sois au pouvoir parce que tu dois voler pour leur donner. Et c'est ça le problème. Deuxième problème, la corruption. Troisième problème, incontestable, et l'armée congolaise a ce problème. Alors que Kagame s'est efforcé d'uniformiser au maximum son armée. En face, Kagame n'a pas les mêmes problèmes. Il n'a pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de donner un traitement standard à toute son armée. Ça, c'est une qualité des troupes de Kagame. Il s'efforce de les traiter toutes avec le plus grand respect, avec la plus grande attention. Il s'efforce vraiment de leur donner le maximum de ce que le Rwanda peut donner à ses soldats. Et voilà pourquoi il est difficile, par exemple, au Congo, de distinguer un milicien du M23 d'un soldat rwandais. Parce qu'ils sont traités pareil. Ils sont encadrés de la même façon. Ils dorment dans les mêmes bivouacs. Ils mangent dans les mêmes assiettes. Ils parlent la même langue. Ils parlent sous le ton des mêmes chefs. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où vient la faiblesse de l'armée congolaise. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.